va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé ces pluies diluviennes. C'est toujours une bonne idée d'organiser un colloque au mois de novembre, il faut reconnaître. Donc merci d'être néanmoins venus nombreux à ce colloque sur les lumières médiatiques. Je vous souhaite la bienvenue au nom du comité d'organisation, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc je commence peut-être en explicitant ce titre un peu énigmatique, lumière médiatique. Alors rassurez-vous, il ne sera pas question des vertus pédagogiques des médias de masse contemporains, ni de ces intellectuels qu'on appelle médiatiques sous prétexte qu'ils passent parfois à la télévision. Non, vous l'avez compris, en fait, la formule lumière médiatique désigne une proposition historiographique. Il s'agit de réinterpréter les lumières au prisme des transformations majeures, des formes et des conditions de la communication survenues dans l'Europe du XVIIIe siècle. La croissance exponentielle de l'imprimé, la multiplication des lecteurs et des lectrices grâce au progrès de l'alphabétisation, l'essor de la presse périodique ou encore les nouvelles techniques de production et de diffusion des images. Ces transformations ont des fondements matériels, ne serait-ce que dans le développement des routes et des réseaux de la poste. Elles reposent aussi sur des évolutions techniques, dont témoignent, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les différentes tentatives pour projeter des images mobiles, transparents, lanternes magiques, fantasmagories. Elles possèdent enfin une forte dimension commerciale, à la fois parce que la publicité est un de leur ressort, comme en témoigne par exemple le développement de la presse d'affiches, dont nous allons reparler à plusieurs reprises, la presse d'annonces, et parce que l'imprimé lui-même devient une marchandise alimentant un véritable marché du livre et de la lecture. Les manifestations en sont nombreuses et très visibles, qu'il s'agisse de la multiplication des journaux ou des brochures, des affiches qui couvrent désormais les murs des grandes villes, du succès des romans sentimentaux ou des gravures bon marché. La circulation de l'information politique en est profondément transformée, de même que la gestion des réputations individuelles, sous l'effet d'une culture nouvelle de la célébrité qui alimente la curiosité du public à l'égard des gens célèbres et notamment de leur vie privée. Depuis une dizaine d'années, j'ai proposé de rassembler ces évolutions sous le concept de révolution médiatique. Alors, bien sûr, il y a là une petite part de provocation, parce que quand on parle aujourd'hui de révolution médiatique, ce ne sont pas vraiment aux imprimés du XVIIIe siècle qu'on pense spontanément. On a d'abord en tête les grandes transformations du XXe siècle, avec l'essor des médias de masse audiovisuels, cinéma, radio, télévision. On peut aussi penser à la révolution médiatique entamée à la fin du XXe siècle et dans laquelle nous vivons aujourd'hui, portée par le numérique, Internet et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Au mieux, lorsque les historiens remontent dans le temps, ils insistent sur l'essor de la presse au XIXe siècle et certains ont proposé ainsi de dater des années 1830 l'entrée dans l'ère médiatique, dans la civilisation du journal et dans le monde de l'information globale. Alors, n'en déplaise aux collègues contemporanéistes, je m'en excuse, il y a pourtant de solides raisons de remonter le curseur un peu en amont, car les transformations qu'ont connues les formes de communication au XVIIIe siècle ont été profondes. Alors, faut-il pour autant parler de révolution ? C'est vrai que l'historiographie a parfois un peu abusé de la notion. On pourrait faire la liste de toutes les révolutions qui ont été brandies. La notion, néanmoins, malgré ses limites, a le grand avantage d'insister sur la dimension systémique des transformations et des changements advenus. Mais par ailleurs, il reste que le mot important, le mot sur lequel je voudrais insister ce matin, n'est pas celui de révolution, mais bien celui de médiatique. L'idée essentielle que nous voudrions explorer ensemble durant ces 2 jours de colloque, c'est que les apports des théories des médias peuvent nous permettre de renouveler de nombreux pans de l'histoire des Lumières. Dans les sociétés traditionnelles d'Ancien Régime, la communication était dominée, vous le savez bien, par l'oralité,
et par la communication en présence. Même la culture écrite restait largement insérée dans des relations interpersonnelles à travers les correspondances ou encore l'échange, le prêt et la copie de manuscrits. Pardon. Bien sûr, dès la fin du XVe siècle, l'invention de l'imprimerie a entraîné une révolution de l'information qui anticipait sur bien des évolutions ultérieures, comme l'a montré notamment Anne Blair. Cette évolution restait cependant limitée à un monde restreint, celui des savants et des lettrés, et portait essentiellement sur la gestion du savoir. Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle qu'un nouveau régime médiatique s'est véritablement mis en place, qui a bouleversé progressivement l'ensemble de la vie sociale, culturelle et politique, d'abord dans les grandes villes européennes, Londres, puis Paris, Vienne, Naples, Berlin ou Madrid, plus tard encore à l'échelle de l'Atlantique, comme nous le verrons, dans des communications portant sur les Antilles et sur l'Amérique du Sud. La communication interpersonnelle, c'est-à-dire en face à face, fut désormais supplantée par la communication à distance, où des messages, des textes principalement, mais aussi des images, étaient diffusés à destination d'un public indéterminé, anonyme et potentiellement illimité. On peut alors parler de médias, et non plus seulement de médiums, au sens contemporain des médias de masse, comme les a définis le sociologue John Thompson dans son grand livre « The Media and Modernity ». Même si cette communication médiatique, évidemment en termes qualitatifs, ne touche que des publics très restreints au regard des standards qui sont les nôtres, et même de ceux qui seront ceux de la culture de masse à partir de la fin du XIXe siècle. Ce qui importe, c'est la nature même de la communication entre des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontreront jamais, mais qui vont ainsi développer une forme d'intimité à distance sur laquelle reposent de nouvelles formes de relations sociales ou parasociales, comme dit John Thompson et comme disent d'autres théoriciens ou sociologues des médias, c'est-à-dire des relations qui se nouent entre les membres d'un même public. Le propre de la communication médiatique, en effet, c'est qu'elle vise des publics, ou, pour le dire mieux, qu'elle produit des publics en les visant. Ces publics, j'y insiste, ces publics ne préexistent pas à la communication médiatique. Ils ne sont pas la simple traduction dans le domaine culturel ou politique de découpages sociaux préexistants. Ils ne sont pas davantage des publics idéaux fondés sur le partage d'arguments rationnels, j'y reviendrai. En réalité, ils sont des produits de la communication médiatique. Ils se constituent par le fait que des individus qui n'ont aucun lien entre eux lisent les mêmes livres et les mêmes journaux, s'intéressent aux mêmes nouvelles, sont indignés par les mêmes scandales, émus par les mêmes romans, mobilisés par les mêmes controverses. Autrement dit, les publics sont avant tout des communautés médiatiques. La presse périodique joue un rôle particulièrement notable dans cette révolution médiatique et cette émergence des publics. Dans une série de conférences qu'il avait données ici, en 2009, à l'invitation de Daniel Roche et de Roger Chartier, Jeremy Popkin avait insisté déjà sur la révolution des médias que constituait la multiplication du nombre de journaux sous la Révolution à la suite de la liberté de la presse décrétée à l'été 1789. Entre juillet et décembre 1789, 140 journaux, rien qu'en France, sont créés. Cette révolution avait été anticipée tout au long du XVIIIe siècle, d'une part par le rôle de la presse francophone, publiée aux frontières du royaume, notamment en Hollande, par le développement d'une presse provinciale ou par la naissance, en 1777, du premier quotidien français, le Journal de Paris. Par ailleurs, l'Angleterre, notamment, avait pris une longueur d'avance, puisqu'il existait déjà, dès le milieu du XVIIIe siècle, de très nombreux quotidiens, hebdomadaires ou magazines. Alors, bien sûr, la presse, et c'est un point aussi important, ne doit pas être trop fortement dissociée de l'ensemble de l'environnement médiatique. La frontière avec les brochures et autres canards était parfois floue,
Il reste que les journaux sont un des éléments majeurs du nouveau paysage, car ils créent un rapport inédit à la temporalité, en provoquant ce que les contemporains décrivent comme une avidité, le terme se retrouve partout dans les sources, une avidité pour les nouvelles, une sensation d'actualité, c'est-à-dire la conscience qu'ont les lecteurs d'être intéressés par les mêmes choses au même moment. Cette puissante synchronisation de la curiosité des individus, qui est au cœur de la formation des publics modernes, a été très bien décrite par celui qui est sans doute le fondateur de la sociologie des médias, Gabriel Tarde. Alors, je m'excuse auprès de ceux et de celles qui m'ont entendu souvent, peut-être trop souvent, citer Gabriel Tarde. Il se trouve que son essai, L'opinion et la foule, publié en 1901, est à mes yeux un texte fondamental de la définition du public comme collectif moderne, comme collectif médiatique, dont la cohésion, dit Tarde, est toute mentale, à la différence de la foule, dont l'existence est d'abord physique. Je cite, un peu longuement, passage de Gabriel Tarde dans L'opinion et la foule, « Ce n'est pas dans des rassemblements d'hommes sur la voie publique ou sur la place publique que prennent naissance et se déroulent ces sortes de fleuves sociaux, ces grands entraînements qui emportent d'assaut maintenant les cœurs les plus fermes, les raisons les plus résistantes, et se font consacrer lois ou décrets par les parlements ou les gouvernements. Chose étrange, les hommes qui s'entraînent ainsi, qui se suggestionnent mutuellement, ces hommes-là ne se coudoient pas, ne se voient ni ne s'entendent, ils sont assis, chacun chez soi, lisant le même journal et dispersés sur un vaste territoire. Quel est donc le lien qui existe entre eux? Ce lien, c'est la simultanéité de leurs convictions et de leurs passions, la conscience possédée par chacun d'eux que cette idée ou cette volonté est partagée au même moment par un grand nombre d'autres hommes. Il suffit qu'ils sachent cela, même sans voir ces hommes, pour qu'ils soient influencés par ceux-ci pris en masse et non seulement par le journaliste. Démonstration impeccable, implacable, inspirante, Tarde parle plus loin de l'invisible contagion du public dont nous faisons partie et dont le ressort est donc la sensation de l'actualité, c'est une formule aussi de Tarde, ce fait social médiatique dont la passion croissante, dit-il, cette passion de l'actualité, est une des caractéristiques les plus nettes de la vie moderne. Tarde, bien sûr, écrit ceci en ayant sous les yeux une réalité sociale, celle des journaux de masse et des journaux d'opinion de la fin du XIXe siècle, mais son diagnostic vaut déjà pour le XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, nul peut-être n'a été plus sensible à cette transformation de l'imprimé que Pierre-Louis Roederer, qui publie sous le Directoire, un siècle donc avant Tarde, un court essai sur, je cite, c'est le titre, « Les divers moyens établis pour la communication des pensées entre les hommes en société », ce qui est, après tout, une assez bonne définition des médias. Roederer distingue les livres, qui restent, dit-il, des marchandises de luxe, qui impliquent du temps et de la réflexion. Il les distingue des brochures et des placards, qui sont bon marché, voire gratuits, se lisent rapidement et peuvent, dit-il, agir sur une plus grande masse en même temps. Mais ce sont les journaux qui retiennent d'abord son attention. Ceci, écrit-il, et je le cite, étant essentiellement composés des choses nécessaires et nouvelles, ayant des lecteurs immensément plus nombreux que les ouvrages de librairie, les ayant tous les jours, à la même heure, en ayant dans toutes les classes de la société, dans tous les lieux publics, étant l'aliment presque nécessaire de la conversation de chaque jour, non seulement ils agissent sur une plus grande masse d'hommes, mais ils y agissent plus puissamment qu'aucun autre genre d'écrit. Ce qui fait, fin de la citation, ce qui fait la force des journaux, pour Roederer, c'est à la fois la nouveauté des informations, la périodicité régulière, c'est très important, et la diffusion dans l'ensemble de la population, vous avez entendu, toutes les classes de la société, mais aussi la façon dont leur lecture, la lecture des journaux, est immédiatement socialisée à travers la conversation. Et sur ce point, l'analyse anticipe avec beaucoup de lucidité tout un courant de la sociologie contemporaine des médias qui insiste sur la façon dont les publics donnent sens à l'actualité en discutant les nouvelles qui leur parviennent par les médias.
Alors, on commence, je crois, je l'espère, à comprendre l'intérêt du déplacement que ce colloque voudrait proposer, en s'écartant d'un paradigme bien connu, qui est le paradigme de l'espace public, élaboré au début des années 1960 par Jürgen Habermas. Ce paradigme, vous le savez, a profondément transformé l'histoire culturelle des Lumières à la fin du XXe siècle. Il présente le grand mérite d'insister sur l'importance des pratiques et des idéaux de communication au cœur de la modernité, mais comme cela a été aussi souvent remarqué, il a l'inconvénient d'entretenir une certaine confusion entre la description historique et un horizon normatif, ce qui conduit à idéaliser l'espace public des Lumières, identifié à un échange d'arguments rationnels dont la conversation intellectuelle serait au fond le modèle. À l'inverse, la sociologie historique des médias nous permet de mieux comprendre que l'espace public en tant qu'espace médiatique n'est pas uniquement fondé sur un échange de raisons, mais qu'il est aussi un espace public sensible, spectaculaire et émotionnel, où il s'agit de capter l'attention du public, de susciter sa curiosité, d'alimenter les passions, d'enflammer les imaginations. Il convient alors de revoir la place des sociabilités dans cet espace public, pensé comme espace médiatique. Dans le cadre habermasien, les cafés, les salons, les loges, les clubs politiques jouaient un rôle essentiel dans la formation des publics, en raison de la dimension dialogique, interpersonnelle qui était censée structurer, organiser cette sphère publique bourgeoise. Or, dès lors que l'on opte pour une conception médiatique de l'espace public des Lumières, centrée sur les dynamiques de l'imprimé, alors les sociabilités apparaissent sous un jour nouveau, menacées et concurrencées par les nouvelles logiques médiatiques. Mais d'autre part, elles retrouvent un rôle à différents niveaux de la société, comme des lieux non pas de production de l'opinion publique, comme on l'a souvent dit, mais comme des lieux de réception et de socialisation des discours médiatiques. Enfin, la conception des publics comme des communautés médiatiques invite à repenser la question de la circulation de l'information et de l'actualité politique. Les historiens et les historiennes ont souvent eu tendance à dissocier, d'une part, une approche centrée sur les élites qui privilégient la formation d'une opinion publique par la lecture de la presse, par les sociabilités intellectuelles ou politiques, et de l'autre, une approche des opinions populaires qui insiste sur les rumeurs, les mauvais propos, la peur des complots. Or, ce que nous enseigne l'étude des médias, c'est que cette distinction est en réalité peu fondée. Il arrive fréquemment que les élites soient tout aussi perméables aux fausses nouvelles et aux idées complotistes, tandis qu'à l'inverse, des individus ordinaires mettent en œuvre des compétences critiques dans leur réflexion sur l'actualité. Alors, je viens de développer donc cette idée d'une révolution médiatique qui aurait profondément transformé la vie culturelle et politique au XVIIIe siècle, mais pour terminer cette introduction, je voudrais aller un peu plus loin, car l'hypothèse qui a présidé à l'organisation de ce colloque, c'est que les Lumières elles-mêmes, comme mouvement intellectuel, sont indissociables de cette révolution médiatique, qu'on ne peut les comprendre que dans ce contexte. D'ailleurs, la plus célèbre définition des Lumières, formulée au XVIIIe siècle, celle d'Emmanuel Kant en 1784, dans son texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», a été publiée dans un journal, le Berlinische Monatschrift, et en réponse à un débat qui avait commencé dans ce même journal. C'est un point que Michel Foucault avait très bien remarqué, dont il n'a peut-être pas tiré toutes les conclusions, car Kant ne se contente pas ici de théoriser les Lumières, c'est en fait l'Aufklärung, ni de porter un diagnostic sur le présent, selon la belle formule de Foucault. En réalité, il s'insère dans un débat proprement médiatique devant un public qui est celui des lecteurs de journaux. Il existe d'ailleurs, si on y regarde attentivement, une certaine tension dans le texte de Kant entre l'affirmation que les Lumières reposent sur le courage que chaque individu doit avoir d'utiliser, de se servir de son propre entendement,
c'est la fameuse définition que Kant donne de l'Aufklärung, et l'insistance sur le fait que l'Aufklärung est nécessairement un phénomène collectif qui met en jeu un public en tant que tel grâce à l'usage public de la raison, cet usage que fait chaque individu devant, dit Kant, le public qui lit. L'Aufklärung, ce n'est pas seulement un accès philosophique à la vérité, c'est un mouvement historique d'émancipation indissociablement individuel et collectif, et en cela, il est indissociable des moyens de communication que sont le livre et le journal. Il est bien un phénomène médiatique. Et bien au-delà de Kant, nous pouvons élargir la proposition. Ce qui définit les Lumières, c'est moins un ensemble de propositions philosophiques qu'une volonté de diffusion large du savoir et des instruments de la pensée critique. À ce titre, les Lumières ne sont pas une doctrine, mais une adresse. Elles sont mues par la volonté de parler au plus large public possible, de sortir du monde des savants et des lettrés, moins pour accéder d'ailleurs à la vérité que pour détruire les préjugés, ce qui est un peu différent. C'est pourquoi les Lumières, comme événements de l'histoire culturelle, sont indissociables de cette révolution médiatique que j'ai rapidement essayé de décrire, mais évidemment que les 2 jours de colloque et les communications qui vont suivre vont présenter de façon beaucoup plus précise et nuancée. Alors, quand je dis ça, pensons tout simplement à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Si elle est l'œuvre emblématique des Lumières européennes, ce n'est pas pour la cohérence et la nouveauté des idées qui s'y expriment, mais pour le geste même qui préside à sa réalisation, produire, pour un public non savant, une synthèse du savoir disponible, sous une forme qui permette à chacun de s'instruire et de penser par soi-même. La révolution médiatique est indissociable d'une réflexion sur les formats et sur les genres. Si la philosophie n'est plus une discipline solitaire de l'esprit, mais une adresse au public, la question des supports de la pensée, supports à la fois matériels et littéraires de la publication, devient un enjeu central. De même, le passage de la République des lettres à l'espace public médiatique ouvre aux femmes de nouvelles possibilités culturelles et intellectuelles, à la fois à travers la lectrice avide de nouveautés, cette grande figure topique du XVIIIe siècle, mais aussi comme écrivaine, artiste, musicienne ou journaliste. Mais dès lors que les gens de lettres et les philosophes s'adressent à des publics plutôt qu'à des pairs, dès lors qu'ils font le choix de la publication plutôt que de la circulation manuscrite restreinte, ils sont irrémédiablement projetés dans un univers nouveau, celui de la communication médiatique. Et celle-ci a des conséquences prosaïques. Ce sont les enjeux marchands du capitalisme moderne. D'ailleurs, l'encyclopédie, Robert Darnton nous l'a bien montré, est autant une entreprise commerciale qu'intellectuelle. Elle est autant un business qu'un manifeste. Plus encore, ce sont les contours du public, leur nature même, qui deviennent un enjeu, un sujet majeur d'interrogation entre optimisme démesuré et résignation inquiète. D'un côté, les auteurs mettent en scène avec enthousiasme les possibilités offertes par le nouveau contexte médiatique, la puissance de l'imprimé et la force des publics. Et on connaît bien sûr, on ne résiste pas au plaisir, le fameux texte de Malesherbes, déclarant, d'ailleurs dans son discours à l'Académie française, « Le public porte une curiosité avide sur les objets qui autrefois lui étaient le plus indifférents. Dans un siècle éclairé, dans un siècle où chaque citoyen peut parler à la nation entière par la voie de l'impression, ceux qui ont le talent d'instruire les hommes ou le don de les émouvoir, les gens de lettres, en un mot, sont au milieu du public dispersé, ce qu'étaient les orateurs de Rome et d'Athènes, au milieu du public assemblé. Ce qu'on peut résumer ainsi, éloge de la médiation. Mais très vite, l'inquiétude fait surface. L'encyclopédie manifeste, dans de très nombreux articles, une grande méfiance à l'égard des journaux. Je pourrais vous en citer toute une série de textes, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais me contenter quelques années plus tard de Germaine de Staël qui affirme, sous la Révolution, je cite, « Les journaux, tels qu'ils sont en France, tels que les intérêts et les passions du moment les ont rendus,
ont amèneront toutes les calamités de la France. La critique de la crédulité du public ou du rôle néfaste des démagogues et des charlatans devient, par ailleurs, dès les années 1760, un leitmotiv. Confronté au paradoxe de sa propre célébrité, qui se retourne sur lui comme un piège, Jean-Jacques Rousseau est sans doute celui qui va le plus loin dans l'affirmation d'une anthropologie pessimiste des publics. Il écrit, par exemple, c'est une citation que j'aime bien, vous m'avez peut-être déjà entendu citer, je l'aime bien, « Le public est trompé, je le sais, je le vois, mais il se plaît à l'être et n'aimerait pas à être désabusé. » Voltaire, d'ailleurs, l'avait prévenu. Apprenant le départ de Jean-Jacques en Angleterre, il lui écrivait « Les Gastiers tiendront un registre exact de tous vos faits et gestes et parleront du grand Jean-Jacques comme de l'éléphant du roi et du zèbre de la reine, car les Anglais s'amusent des productions rares de toutes espèces, quoi qu'il soit rare qu'ils estiment. » Et ce n'est pourtant pas une question de tempérament national. En réalité, c'est la nature même de la curiosité médiatique qui était en jeu et que Rousseau dénoncera à son tour dans les dialogues. Et sur ce plan, les Lumières anticipent avec force la critique de la société du spectacle, de la crédulité du public, des fausses nouvelles, de la massification des opinions, comme l'avait bien remarqué Julia Simon dans un livre trop peu cité à mon goût, qui est Mass Enlightenment, dans lequel elle relisait Diderot et Rousseau à la lumière d'Adorno plutôt que d'Habermas. Comme vous le voyez, c'est bien un véritable changement de paradigme que propose la notion de lumière médiatique. En croisant les apports des travaux d'histoire du livre et de la lecture avec ceux des théories des médias, nous pouvons réfléchir de façon nouvelle aux ambivalences des Lumières à l'égard de la publicité. Ces ambivalences tiennent à la question de l'autorité intellectuelle dans ce nouvel espace public médiatique, question qui reste jusqu'à nos jours au cœur des rapports contrariés que les élites culturelles entretiennent avec les publics médiatiques. Au-delà d'ailleurs de cette réflexivité critique qui s'exerce sur les conditions modernes d'exercice de la pensée, de transmission du savoir, c'est tout un imaginaire médiatique qu'il convient de sonder, ce qui invite à un dialogue fructueux avec les collègues littéraires. Car cet imaginaire médiatique, il faut le chercher et l'étudier au cœur de la littérature du XVIIIe siècle, dans des textes très connus, mais aussi dans le vaste continent des textes, fictionnels ou non, qui restent à explorer. Il se pourrait d'ailleurs que cet imaginaire médiatique ait beaucoup à nous apprendre sur nos propres hantises et contradictions. Car penser aujourd'hui les Lumières dans leur contexte médiatique, cela conduit certainement à envisager leur héritage sous un angle différent, moins abstrait, moins théorique, au moment même où nous vivons une nouvelle révolution médiatique, celle que j'évoquais en commençant, et qui est souvent présentée soit comme l'accomplissement des promesses des Lumières, soit au contraire comme leur trahison. Or, on voit bien que la perspective qui va être la nôtre durant ce colloque doit nous permettre d'éviter deux écueils, celui de l'optimisme technologique naïf et celui de l'inquiétude élitiste, pour mieux comprendre que le projet émancipateur des Lumières n'a cessé dès l'origine de penser les contradictions inhérentes à la communication médiatique. Alors ces questions, très certainement, vont flotter à l'horizon de nos débats. Ceux-ci vont toutefois se concentrer sur le XVIIIe siècle. Je le disais en commençant, l'organisation de ce colloque a été depuis le début une entreprise collective, qu'il s'agisse de la définition du projet, de la rédaction de l'argumentaire, des invitations des collègues et de la préparation du programme. Si je prends la parole ce matin en commençant, c'est donc au nom de ce collectif, et je remercie très chaleureusement, ils sont la plupart dans la salle, la plupart vont d'ailleurs intervenir, Laurent Cuvelier, Gabriela Goldin-Markovitch, Julia Marchewski, Matthew MacDonald, Maximilien Novak, Roberto Paiva, Suzanne Rochefort et Christophe Streb, qui sont tous d'ailleurs de jeunes chercheurs et chercheuses, enfin en tout cas plus jeunes que moi, mais ce qui prouve que ces questions correspondent à une évolution actuelle des intérêts de la recherche. Je remercie aussi, bien entendu, tous les collègues qui ont répondu positivement à notre invitation,
ainsi que la Fondation Hugo du Collège de France et l'Institut historique allemand pour leur aide dans l'organisation de ces 2 journées, de même que toutes les équipes du Collège de France et tout particulièrement Jean-Louis Fassi. Enfin, j'adresse mes plus vifs remerciements à Roger Chartier, qui a accepté de proposer, de présenter des conclusions à la fin de ce colloque. C'est un très grand honneur pour nous de pouvoir compter sur les commentaires de celui qui a été inlassablement le grand promoteur de l'histoire du livre et de la culture écrite à l'époque moderne, qui a été, je le dis simplement pour ma génération, un maître de l'histoire culturelle, mais dont les travaux continuent, je le vois, à inspirer si fortement les plus jeunes. Merci donc, Roger, d'être parmi nous. Un dernier mot, malheureusement, 2 intervenants de la matinée, Will Slaughter et Iwan Michelangelo d'Aprile, sont malades et n'ont pas pu se joindre à nous. Nous avons donc un peu réorganisé le programme de la journée. Ne soyez pas surpris. Jeff Tarnowski parlera, et je remercie d'avoir accepté ce changement, dans la session du matin. Je présenterai aussi très rapidement, en quelques minutes, la présentation que voulait faire Iwan Michelangelo d'Aprile. Et cet après-midi, du coup, nous reprendrons nos échanges à 14h plutôt qu'à 13h30. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore à tous les participants. Et je passe la parole à la première session. Donc j'appelle Christine, Guillaume et Jeff à venir à la tribune. Merci beaucoup.